Bonsoir à toutes et à tous. Actualité oblige, ce nouveau numéro de Tout est dans la presse sera une fois de plus consacré au conflit entre Israël et le Hamas, mais sous un angle bien précis cette fois, celui de la couverture des événements par les médias internationaux et locaux. Alors certains reprochent à la presse étrangère, notamment aux correspondants en place à Gaza, d'avoir sombré dans une forme de sensationnalisme qui ne laissait que peu de place pour une couverture objective des agissements du Hamas. Pour d'autres, au contraire, les médias israéliens auraient péché par un excès de patriotisme en négligeant leur fonction de critique de la politique menée par le gouvernement. On évoquera ces questions avec aujourd'hui Michael Blum, du bureau local de l'agence France-Presse. Bonjour Michael. J'ai le plaisir également de recevoir sur le plateau Annette Lévy-Villard, grand reporter à Libération et également auteur de plusieurs livres sur le conflit israélo-arabe en général, notamment celui-là, Summer Rain, qui est paru en français sous le titre de 33 jours en été, un livre consacré à la Seconde Guerre du Liban. Et puis Aude Markovitz, correspondante de Libération également, correspondante aussi de la radio-télévision suisse. Merci à tous les trois. Le conflit Israël-Hamas vu par les médias, on lance ce débat après ces quelques exemples, notamment celui de la correspondance de nos confrères de France 24, suivi par celui d'une télévision indienne. Regardez. Okay, so we're witnessing something very, very unusual in this plot of land. Abandoned plot of land right next to our hotel. A blue tent has come up. It wasn't there last night. It came up just this morning, and there have been two men moving in and out of it. Now, by reasonable doubt, it's fair to guess that this is a potential Hamas rocket launching site that's being set up. Voici l'une des très nombreuses positions depuis lesquelles la branche armée du Hamas lance des roquettes sur Israël. De simples tubes, très souvent de la tuyauterie, de la simple tuyauterie. Ceux-ci sont directement braqués vers Israël. Autour de nous, des immeubles d'habitation desquels nous pouvons entendre des cris d'enfants, des voix d'enfants. Derrière nous, à peine une centaine de mètres, ostensiblement flotte un drapeau des Nations Unies. Nous sommes là au cœur de la polémique qui oppose l'État d'Israël à certains membres de la communauté internationale, lequel État d'Israël est accusé de frapper des sites protégés par les conventions internationales. On comprend beaucoup mieux la difficulté qui est celle de l'armée de l'air israélienne, des drones israéliens, de distinguer les sites de lancement de missiles des sites protégés. Alors, la vision de ces deux exemples, et je me tourne vers vous, Annette Lévy-Villard, on a vraiment l'impression que les médias étrangers ont fait leur travail et que l'accusation de partialité qui a été lancée par Israël n'était pas vraiment fondée. Non, alors là, c'est vrai qu'ils ont fait leur boulot, mais c'est vrai que, vu de France et vu d'Europe en général, on a eu énormément de reportages sur le terrain qui étaient des reportages qui montraient ce qui se passait, c'est-à-dire des victimes sous les bombes israéliennes, et très rarement, des tirs de roquettes, parce que c'était beaucoup plus difficile. Le travail qui a été fait par les journalistes de France 24, oui, sont petites gouttes dans un océan d'informations. Encore une fois, c'est un travail formidable, mais très difficile. Aude va pouvoir expliquer ça. Très difficile à capter ce moment où, effectivement, les roquettes vont partir d'un immeuble. Aude Markovitch, vous étiez dans la bande de Gaza à plusieurs reprises au cours de ces dernières semaines. Les autorités israéliennes ont parfois accusé les correspondants de presse d'avoir été intimidés par le Hamas, notamment, et donc de ne pas donner une couverture absolument objective de la situation. Par exemple, ce genre d'image qu'on a vu. Personnellement, je n'ai pas été intimidée par le Hamas parce que je n'ai jamais vu de Hamas. On ne voit pas les combattants se cachent. C'est un mouvement de guérilla qui utilise effectivement l'espace à disposition pour sa lutte. L'espace à disposition, c'est quoi ? La bande de Gaza, c'est un espace extrêmement densément peuplé. C'est évident que ce mouvement de guérilla ne va pas installer une base militaire dans un terrain ouvert pour pouvoir tirer ses roquettes. Vous êtes en train de dire qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de tirer depuis des cibles civiles par excellence. Je dis simplement que la réalité d'un mouvement de guérilla c'est très dense, effectivement. C'est donc, effectivement, Gaza, c'est 1,8 million de personnes sur un espace extrêmement restreint. Donc, évidemment et c'est évidemment un problème fondamental de ce conflit, comment est-ce que vous faites pour vous battre contre ce mouvement de guérilla qui, effectivement, est directement sur place dans cet espace urbain ?
D'accord ? Maintenant, pour la couverture, donc moi personnellement, j'ai jamais vu de combattants du Hamas pendant toute la période où j'étais là. Ces sites de lancement de roquettes qu'on a vus à l'image, je sais exactement où ils sont devant l'hôtel. Donc voilà, j'en ai parlé à la radio, j'en ai parlé dans notre journal La Libération. Oui, il y a des roquettes qui sont tirées depuis les endroits où vivent des journalistes, il y a des roquettes qui sont tirées depuis la ville de Gaza, on en a déjà parlé, on l'a dit. Ça n'a jamais été pour moi, en tout cas, je n'ai jamais eu affaire à des pressions de la part du mouvement islamiste là-dessus. Michael Blum, est-ce que véritablement on peut considérer que les médias étrangers ont fait leur travail et ont présenté cette complexité dont vient de parler Aude Markovitch, à savoir une population très dense et effectivement le Hamas qui tire depuis des cibles civiles par excellence? On sait ce que Aude a dit, qu'ils n'ont pas réussi à filmer, à voir, à interviewer ou à suivre des combattants du Hamas ou pendant qu'ils tiraient des roquettes, il n'y avait pas de caméra qui était invitée à filmer des lancements de roquettes, ça je peux le comprendre. Par contre, il y avait des caméras qui étaient invitées à filmer les victimes civiles qui affluaient aux hôpitaux. À l'hôpital, etc. Les caméras pouvaient être à l'hôpital et rencontrer les porte-paroles du Hamas. On peut se poser la question, je trouve que c'est légitime de poser la question, est-ce que les journalistes, et pas seulement, je ne parle pas ici des télévisions, ceux qui pouvaient écrire, et Aude l'a fait dans Libération, d'autres ne l'ont pas fait, de raconter ce qu'ils savaient et raconter que oui, le Hamas utilisait la population civile de Gaza comme bouclier humain. C'est un fait et ça n'a pas été assez dit en Europe et on l'a pas vu, pas entendu quasiment, sans parler. Tout à fait ce que Aude Markovitch vient de nous dire. Elle vient de nous dire que finalement le Hamas n'avait pas d'autre choix étant donné la densité de la population. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas d'autre choix, j'ai dit que c'était je ne suis pas en train de faire la porte-parole du Hamas ou de qui que ce soit. Je suis en train de dire, voilà, la constatation, c'est que c'est un mouvement de guérilla qui se bat dans un espace urbain extrêmement dense et que forcément vous avez ce genre d'attitude-là, c'est-à-dire on tire depuis l'endroit où on est. Après, ils ont utilisé tout le système des tunnels, le système mais le bouclier humain, moi, j'ai jamais vu de mes yeux un enfant cachant un combattant. Non, j'ai pas vu ça. J'entends quand un site de lancement de roquettes est au cœur de la population civile, au cœur d'une école de l'UNRWA. Les écoles de l'ONU ont servi de site de lancement de roquettes. Ça n'a pas été beaucoup raconté. Et le reportage de France 24 que vous avez présenté était présenté après le dernier cessez-le-feu. Bon, entre-temps, il n'y a plus de cessez-le-feu, mais ça a été présenté après et pas pendant le... Alors, ça n'a pas été assez présenté. Annette Lévy-Villard, vous me disiez avant l'émission qu'il y a un décalage absolument incroyable entre la manière dont le conflit a été présenté ici et à l'étranger. Totalement. Parce que vous avez plus de 700 journalistes accrédités de la presse étrangère à Gaza, et ces gens-là ont montré ce qu'ils voyaient. C'est-à-dire, comme disait Aude, le Hamas, il n'est pas visible, on ne le voit pas. Par contre, on voit les victimes. Donc, on a eu, nous, en Europe et ailleurs, tous les matins, tous les soirs, des reportages sur les victimes qui sont réelles. Les morts sont réels, les destructions sont réelles, etc. Et on n'avait pas du tout la vision que j'ai depuis que je suis en Israël, c'est-à-dire en regardant la télévision israélienne, en lisant la presse israélienne, etc., où ces victimes à Gaza sont, elles, par contre, très peu visibles. Est-ce que c'est justement, est-ce qu'on n'a pas eu à faire à un traitement un petit peu décontextualisé dans l'information lorsqu'on montre à l'écran des images d'enfants blessés ou morts? Est-ce qu'on ne replace pas, est-ce qu'on peut accuser les médias étrangers, en tout cas, de ne pas replacer les choses dans le contexte plus global des tirs de roquettes, etc. Je ne crois pas qu'on peut accuser les médias étrangers d'avoir tué ces enfants pour les montrer à l'image. Donc il y a une réalité sur le terrain qu'il y a eu environ 2000 morts, d'accord? Donc on ne sait pas exactement sur les chiffres. On peut vraiment se poser la question de combien de morts dans les médias étrangers, combien de morts combattants. Okay, donc ça, c'est quelque chose. On a lu sur les sites on va remettre les choses aussi dans leur contexte. X morts. En grande majorité des civils. C'est revenu à peu près tout le temps, même si aujourd'hui la presse internationale, on le sent avec la BBC, qui est pourtant peu favorable à Israël, et le New York Times, qui remet un petit peu en cause ce ratio de la plupart des morts civiles. On peut se poser très sincèrement et très sérieusement la question sur le ratio des morts civiles et des morts combattants, qu'il est extrêmement difficile de prouver sur place. J'en ai fait moi-même l'expérience en allant dans les hôpitaux. Pas été dit pendant le conflit. Ça a été totalement dit et écrit dans Libération et dit dans la radio-télévision suisse pendant le conflit. La difficulté quand vous voulez prouver dans des cas particuliers qu'est-ce qui s'est passé sur cette maison qui a explosé, qui étaient les gens qui sont morts, vous allez voir à l'hôpital, effectivement, les chiffres que vous obtenez sont directement sous le couvert
guerre du Hamas. Maintenant, cher ami, il faut quand même dire une chose qui est très très claire, c'est qu'en allant sur place, ce qu'on trouve quand on est sur place, c'est des bombardements. Donc on est dans un mois de bombardements intenses que vous vivez en tant que journaliste. C'est ça que vous expérimentez sur place. Beaucoup plus que les tirs de roquettes qui ne vous mettent pas vous en danger, mais les bombardements vous mettent véritablement en danger. Maintenant, ces bombardements, dans ces zones très densément peuplées, font des victimes civiles. Pourquoi ? Parce que d'abord, la densité est telle que les maisons sont appendues les unes aux autres. Moi, j'ai expérimenté un cas très précis. Une famille qui avait été avertie elle devait sortir de sa maison. C'était en pleine nuit. Parfois, les gens n'entendent pas les appels téléphoniques qui sont souvent en pleine nuit. Elle était avertie par ses voisins qui ont reçu l'appel de l'armée israélienne. Cette famille est sortie de la maison. Une bombe d'1 tonne a écrasé les 4 étages de la maison. Une bombe d'1 tonne, c'est énorme. 4 étages de la maison ont été réduits. J'étais voir, c'est réduit à néant. Au moment où cette bombe est tombée, les voisins qui étaient autour, qui ont compris qu'il fallait sortir, mais qui n'étaient pas directement visés, un bout de béton est entré dans la maison d'à côté et a tué 5 personnes, les parents et 3 enfants. Voilà, c'est comme ça qu'il y a des morts civiles qui ne sont pas forcément les gens qui étaient ciblés au départ. Michael Blum, est-ce que vous avez l'impression que la réalité que Aude vient de décrire, ça c'est une réalité qui a été passée sous silence par les médias israéliens? Est-ce qu'on peut reprocher aux médias israéliens que vous connaissez bien d'avoir finalement sombré aux appels du patriotisme à tout prix, de ne pas avoir exercé son rôle de critique? La presse israélienne s'est engagée auprès de l'armée, on l'a vu avec des photos et les images bouleversantes des familles, des soldats tombés au combat. C'est le rôle de la presse israélienne. Je pense que c'est aussi le rôle de la presse israélienne de ne pas démoraliser la population, de soutenir l'armée, mais je pense aussi qu'elle a été critique, en tout cas une partie de la presse, et surtout que les images de Gaza, les images des agences tournées à Gaza, les images des blessés, les images des hôpitaux étaient tous les soirs dans tous les journaux télévisés. Alors je pense que là, il y a un truc où on n'est pas d'accord, excuse-moi, mais je pense qu'effectivement, et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en temps de guerre, vous ne pouvez pas montrer l'autre. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de gens dans les médias israéliens. Et parce que c'est vrai qu'il y a eu des reportages sur le monde de n'y avait Gaza, pas il y a eu des images de d'histoire de destruction dans gens. le monde de Il n'y avait Gaza. pas d'histoire de gens. Et maintenant, alors je vous dis, on peut le comprendre parce qu'effectivement, ici en Israël, c'était une période de guerre. On est encore d'ailleurs dans une période de guerre. Et que si vous montrez l'ennemi, et que si vous montrez l'histoire de l'ennemi, vous ne pouvez pas le combattre, vous ne pouvez pas entrer en guerre contre quelqu'un dont vous comprenez l'histoire, ou en tout cas vous entendez l'histoire. Un exemple peut-être de ce qui s'est écrit dans la presse israélienne avec un éditorial de Harry Shavi, dont on va voir un court extrait dans le Haaretz. Pendant l'opération, le Hamas a tiré 3356 roquettes de courte, moyenne ou longue portée, mais la plus dangereuse aurait été la 3357e, un missile intercontinental qui a touché de plein fouet les foyers de soutien de l'État d'Israël dans les 5 continents, un missile invisible que le dôme de fer n'a pas réussi à intercepter, laissant ainsi des images d'enfants morts d'école. Le missile, la métaphore qu'Ari Shavit emploie, bien évidemment, c'est celui du missile médiatique, en quelque sorte, qui a coûté très cher à l'image d'Israël. Annette Lévy-Villain. Oui, parce que même, effectivement, si tout a été écrit, je parle encore une fois de l'Europe et pas de la presse israélienne, ça ne veut pas dire que le poids de l'émotion n'a pas été tel que les gens n'ont plus envie d'entendre même les vrais chiffres sur les civils contre les combattants, combien il y avait de civils, combien il y avait de combattants parmi les victimes. On va le publier, ça va se savoir plus ou moins, mais ça ne suffira pas à renverser le côté émotionnel d'un mois d'images très traumatisantes. Et je veux dire quelque chose, et donc décontextualisé, et donc... J'avais 2 choses à ajouter. Donc peu rationnel ou pas rationnel? Oui, mais le mal est fait au sens que c'est là, on ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça que ça explique le mouvement de sympathie énorme pour la cause palestinienne qui se développe dans le monde entier. Autrement, il n'y aurait pas ce mouvement intense. Je veux dire 2 choses. La première, c'est que je pense que les journalistes côté européen ont fait vraiment leur boulot, que c'est plutôt au niveau des directions qu'on a choisi de ne pas forcément montrer totalement toujours les 2 côtés. Et pour la presse israélienne, moi, ça me rappelle vraiment la guerre en Irak après le 11 septembre, où la presse américaine était derrière la guerre en Irak, soi-disant pour supprimer les armes chimiques que Saddam Hussein aurait entassées. Et il a fallu que la guerre s'arrête pour que la presse américaine reprenne son rôle de 4e pouvoir et de pouvoir critiquer. Et je pense de la presse israélienne, il faut peut-être non, je parle de la presse américaine. Il y a plusieurs organes de presse. Quand je parle de la presse israélienne, je note que depuis qu'il y a un petit peu de cessez-le-feu, ou du moins d'intensité de guerre, on voit plus d'analyse, de point de vue critique, d'un premier bilan, d'interrogation qu'on a vu évidemment pendant la guerre.
Michael Bou, c'est un constat que vous partagez? La question, est-ce que les journalistes étrangers ont fait leur travail dans la bande de Gaza? La question est légitime, surtout vu de l'extérieur, se dire, on sait qu'il y a une réalité, la réalité des combattants du Hamas qui tirent à partir d'écoles et à partir de quartiers habités. Et je comprends ce que Aude dit, c'est sûr qu'ils ne vont pas aller se mettre dans un terrain vide, et il y a des terrains vides à Gaza, pour installer une base de lancement, il serait détruit en 2 minutes. Mais c'est une réalité, cette réalité n'a pas été montrée par toute la presse européenne, occidentale, et c'est une réalité qu'on ne peut que déplorer, qu'ils ne l'ont pas dit, ils ne l'ont pas montré, sans parler de certains journalistes qui sont allés plus loin et qui ont uniquement dénoncé les pratiques d'Israël, les bombardements et d'autres dérives plus graves dont on n'a peut-être pas le temps de parler. Notamment dans Paris Match, mais... malheureusement, l'émission arrive à son terme. On aurait pu en parler pendant encore des heures et des heures. Merci beaucoup, Michael Blum, Aude Markovitch et Annette Lévy-Villard. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Tout est dans la presse. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lire la presse en ligne et même sur papier. Et regarder avec 24 News. À la semaine prochaine.